Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, avec vos rubriques habituelles, avec aujourd'hui un grand invité spécial dans notre émission, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie. Avec lui, on va évoquer dans quelques instants, évidemment, la PAC qui est en négociation. Elle sera définitivement votée en 2023. On s'intéressera à cette loi Egalim, vous savez, cette loi votée en 2018 qui devait permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre de leurs revenus. C'est plutôt un échec, on fera le point avec lui. Et puis on s'intéressera à ce secteur sous tension, tension sur les prix, tension aussi au sein du monde agricole avec ces suicides. Voilà le programme avec Julien Denormandie. Puis vous retrouverez bien entendu toutes vos rubriques, bien dans son job, bien entendu, fenêtre sur l'emploi. Voilà le programme aujourd'hui avec un invité spécial et avec un programme un peu bousculé. Je propose tout de suite de découvrir cette interview avec le ministre de l'Agriculture. Le cercle RH avec un invité, un ministre, un grand entretien aujourd'hui lui est consacré. Julien Denormandie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre programme est évidemment chargé. Ministre de l'Agriculture, vous êtes sur tous les fronts. La négociation de la PAC en mai, on va en parler. La loi Egalim, on va faire le point évidemment. Et puis il y a eu le gel, évidemment. Julien Denormandie, vous avez été sur le terrain avec des arboriculteurs, des maraîchers. On en est où? Juste en quelques mots de ces questions d'indemnisation, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de nos productions ont été détruites par le gel. C'est un épisode qui est probablement la pire catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'est des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par le gel. Et vous savez, en fait, le gel a cette difficulté, c'est qu'il est invisible. Mais il a exactement le même effet qu'un immense incendie. Et imaginez que cet événement de gel que nous avons vécu revient à un incendie sur des centaines de milliers d'hectares de nos productions, de fruits, de vignes, voire de grandes cultures. Et donc on a mis en place des systèmes d'indemnisation qui sont tous en train de se déployer avec beaucoup de force, beaucoup de pragmatisme aussi pour être au plus près du terrain. Et donc la plupart d'entre eux sont d'ores et déjà opérationnels. On a mis d'abord des aides d'urgence, maintenant on met des aides de soutien à la production. On fait preuve d'innovation aussi pour que ce soit rapide. On fonctionne avec des avances, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Bref, on met quelque chose, je crois, d'ampleur, parce que c'est près d'1 milliard d'euros qu'on a débloqué. Mais surtout, on a voulu mettre en place des dispositifs qui répondent bien à la réalité du terrain, qui soient faciles d'utilisation. C'est beaucoup de travail, mais qu'on mène avec l'ensemble des équipes pour être aux côtés des agriculteurs. Affiné au plus près, Smart Job, c'est une émission consacrée à l'emploi et à l'emploi évidemment aujourd'hui du monde agricole, de tous ces exploitants qui sont dans le doute. Je précise pour ceux qui vous découvrent, ils vous connaissent évidemment, ils savent que vous êtes le ministre de l'Agriculture, vous êtes ingénieur agronome et ici sur Bismart, c'est la chaîne des audacieux. Il faut quand même préciser qu'avant de devenir un homme politique, vous aviez projet avec Emmanuel Macron, dont vous êtes très proche, de créer une start-up. C'était une start-up dans l'agricole? Non, j'imagine que non. Non, vous avez raison, c'était à une période où Emmanuel Macron n'était pas encore devenu ministre de l'économie. Et on avait le projet de créer une entreprise dans le domaine de la digitalisation de l'éducation. C'était il y a déjà plusieurs années où on voyait que le numérique avait un apport très significatif possible dans l'accompagnement éducatif des plus jeunes. Et donc on a eu ce projet-là. Et puis dans le carton. Finalement, la vie a changé. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de personnes. On change. Et puis les chemins nouveaux se sont ouverts. Et la fin de l'histoire, ou la suite de l'histoire, comme on dit, vous la connaissez. On la connaît évidemment. Vous êtes d'abord devenu secrétaire d'État, puis en charge de l'agriculture. Cette phrase de Julien Audoul, d'abord je voudrais la soumettre parce qu'elle fait écho à ces chiffres de la MSA. Alors ils ne sont pas consolidés, ils datent de 2015, 605 agriculteurs sont morts. Et cette phrase de Julien Audoul dans un échange qui a été enregistré par Libé, l'agriculteur qui se pend au fêtage de son hangar, doit-il laisser une trace? S'est-il pissé dessus? Est-ce que la corde est française? Répond Julien Audoul. C'est abominable cette phrase. C'est totalement abject, mais je crois que c'est d'abord l'image de ce que renvoie le Front National, c'est-à-dire d'un côté faire semblant, d'un point de vue officiel, d'être
aux côtés de ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire les agriculteurs. Mais Et puis, de l'autre côté, de manière totalement cynique, ironiser sur des drames. Parce que dans notre pays, il y a des agriculteurs qui sont en situation de détresse, il y a des drames, et que face à ces situations de détresse, face à ces drames, on se mobilise. Je peux vous dire qu'on se mobilise avec des parlementaires, avec des professionnels, avec les services, vous l'avez dit par exemple de la MSA, mais des collectivités locales. Et tout ça, on le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup d'accompagnement. Ça manque de dignité, ce que dit le candidat tête de liste RN. C'est à l'opposé de toute dignité, c'est à l'opposé de toute considération. C'est à l'opposé, au final, de toute volonté réelle d'accompagner, de trouver des solutions, d'être au contact, d'avoir ce ressenti, de partager cette souffrance, partager cette détresse pour mieux y répondre. Il ne faut jamais oublier que les agriculteurs, moi j'aime à les définir comme des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Et pour une chaîne comme Bismart, c'est important parce que les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. C'est clair. Donc, c'est des personnes qui prennent des risques liés au vivant. Ces entrepreneurs du vivant, le gel, on en a parlé, la sécheresse, parfois les cours des marchés, mais qui assument une mission incroyablement noble qui est celle de nous nourrir. Et ces entrepreneurs, ils sont prêts à prendre des risques. Mais parfois, c'est très difficile. Ils le font par passion, cette noble mission. On va y venir. Mais parfois, c'est très compliqué. Et donc, face à cette noble mission, face à cette profession qui travaille probablement le plus dans notre pays, je crois qu'il faut à la fois respect et dignité. Manifestement, ce n'est pas ce qu'a en tête le Rassemblement national. Je le déplore. Malheureusement, je n'ai été que peu étonné. Parce que ce cynisme-là, il les caractérise. Alors qu'ils font une campagne sur le local, consommer local. C'est un des arguments du Rassemblement national, avec cette phrase cynique, on vient de la commenter. Le local, rappelons quand même le chiffre de ce monde agricole qui est quand même ébranlé. Je fais référence et ça ne vous aura pas échappé, à ce rapport sénatorial de mars dernier, mars 2021, 60 recommandations, 63 recommandations. Vous aviez d'ailleurs été auditionné. Deux arguments qui viennent expliquer, même si tout ça est assez complexe, un suicide est évidemment quelque chose d'assez complexe, mais ce qui ressort fondamentalement, c'est la baisse des revenus et l'agribashing. Commençons par l'agribashing, puisqu'on est dans une campagne électorale, régionale et déjà présidentielle. L'agribashing, ce sont des mouvements écologistes radicaux qui considèrent que l'agriculteur est l'ennemi de la terre. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que c'est une aberration, que c'est un non-sens d'opposer environnement et agriculture. Vous l'avez dit, moi je suis ingénieur agronome, il y a 25 ans, quand je fais ce choix-là, c'est parce que j'ai chevillé au corps des convictions, des passions aussi, mais des convictions notamment sur ce qu'on appelle au sens large l'environnement, ce qui nous entoure, la protection de ce qui nous entoure et en fait la richesse de tout ce qui nous entoure. Vous savez, quand vous êtes un agriculteur, vous avez une vision de la terre qui est très particulière, c'est-à-dire que vous appréhendez tout à partir du sol. Ce qui est le plus important, c'est le sol. Et le sol, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes de biodiversité, en termes d'écosystème. Et donc, quand vous êtes un agriculteur et que vous passez votre journée à recevoir des leçons de morale par certains qui se disent beaucoup plus environnementalistes ou écolos que vous-même, d'abord, vous ne comprenez même pas cet argument. Parce que vous, votre métier, c'est précisément de chérir le sol. Et deuxièmement, moi je pense que ce sont aussi des personnes qui sont dans une méconnaissance totale de ce qu'est la transition agroécologique et de ce qu'on demande au monde agricole. Je vais vous donner juste un exemple pour que tout le monde l'ait en tête. Ça me fait penser à Stéphane Le Foll, je vous coupe, mais à l'époque Stéphane Le Foll avait lancé cette idée qu'on pouvait marier le développement économique agricole avec l'écologie. Mais il ne faut surtout pas les opposer, surtout pas. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on l'ignore, mais sur notre planète, là où on capte le plus de carbone, c'est pas la forêt, c'est la terre. Et on l'oublie trop souvent, mais ceux qui sont le plus à même de nous aider à lutter contre le changement climatique en allant capter des tonnes de CO2, c'est eux. C'est eux. Et aujourd'hui, personne, quand vous demandez, vous faites des sondages et vous dites quel est le rôle de l'agriculteur vis-à-vis de l'environnement, on vous dit là où ils ont des effets, mais pas du tout là où ils sont des acteurs du changement. Or, aujourd'hui, un agriculteur... On reproche les pesticides, mais pas suffisamment la captation de CO2. Exactement. Or, aujourd'hui, un agriculteur, si on arrive justement à les accompagner encore plus vers les moyens de capter le CO2 dans le sol, ce sont une partie de la solution face au défi le plus important que va vivre
notre génération et celle de nos enfants. Et donc ça, il faut le reconnaître, il faut l'accompagner. Et vous savez, moi je pense qu'il ne faut jamais être sur la défensive, mais toujours être sur l'offensive. Vous l'aurez peut-être remarqué, en un an, depuis que je suis nommé, je n'emploie jamais le mot d'agribashing. Jamais. Parce que je pense On ne le retrouve pas en tout cas dans les articles. Parce que je pense qu'il faut être à l'offensif. Il faut montrer tout ce qu'on fait. Il faut montrer qu'on est prêt à encore changer. Il faut montrer qu'on est prêt à ces transitions. Mais il ne faut surtout pas tomber dans ce jeu dans lesquels certains veulent nous entraîner, qui est une opposition. Quand vous êtes sur la défensive, vous venez en réaction à ces opposants. Moi, je pense que c'est une erreur. Donc, au contraire, je suis très fier de pousser ces transitions, de montrer là où elles existent, de dire qu'il faut aller encore plus loin et de le faire en positif. Avant de parler de la loi Egalim, encore plus loin, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu déjà sous l'ère François Hollande la volonté de réduire les intrants. Les intrants, dans le langage commun, c'est les pesticides, les insecticides. On voit revenir l'insecticide qui tue les abeilles. On voit que le volume de pesticides est toujours important. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié, et on va revenir évidemment à la question des revenus des agriculteurs, est-ce que c'est lié au fait que l'agriculteur doit faire du volume pour gagner un peu sa vie? Et que de fait, il met des produits chimiques? Non, alors, à chaque fois, il y a plusieurs raisons, et je crois que c'est très important de bien l'avoir en tête. D'abord, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les produits les plus dangereux, ce qu'on appelle dans notre jargon les CMR, entre 2018 et 2019, rien que 2018 et 2019, ces produits les plus dangereux, on les a fait diminuer de 68%. Les CMR1, les CMR2 de 43%. Et donc, on voit aujourd'hui que toutes ces transitions, elles sont en cours. Le monde agricole se transforme. Mais le monde c'est important de l'entendre. Le monde agricole, encore une fois, ce sont des entrepreneurs qui ont cette caractéristique, comme tout entrepreneur, de s'adapter. Et c'est un monde qui probablement est l'un de ceux qui a le plus évolué depuis l'après-guerre. Vous avez parlé de cet insecticide qui s'appelle les néonicotinoïdes sur les betteraves, que j'ai réintroduit. Mais pourquoi ? Parce que les betteraves sucrières, c'est-à-dire les betteraves qui permettent de constituer le sucre. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on était dans une situation où nos voisins européens utilisaient un produit. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent la substitution à ce produit. Ce fameux débat. Et face à ça, on avait un choix qui était un choix de souveraineté. On n'allait pas arrêter de manger du sucre. Je pense que demain, vous n'alliez pas, vos enfants, arrêter de manger du sucre. Et donc, quelle était la situation face à laquelle on devait faire face? Attendre de trouver le produit. Attendre de trouver le produit pendant 2 ou 3 ans, où la recherche agronomique se faisait, où devions-nous tuer nos filières et importer du sucre? À l'évidence, moi, vous savez, ma première des visions, c'est une vision de souveraineté. Il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Ça n'a jamais existé. Mais dans les civilisations, dans les nations, pendant la période de la Covid, on a manqué de rien sur nos étals parce qu'on a une agriculture forte. Le monde agricole avait ses tracteurs et continuait évidemment à se déplacer, à travailler. Donc, cette souveraineté, on doit absolument la garder comme vision la plus importante. Maintenant, la transition, il faut continuer à le faire. Et là, j'interroge tous vos auditeurs sur un point, c'est que je pense qu'il y a un moment où il y a une sorte d'injonction paradoxale dans notre société. C'est-à-dire que le citoyen demande plus de transition. Le consommateur ne finance pas cette transition. On va y venir. Et c'est un véritable problème parce que... Payer un peu plus pour avoir des produits sains, parce que ça va être un des arguments là, qui va être avancé. C'est mettez 20 centimes si vous le pouvez pour avoir un produit sain. Exactement. Et en fait, quand vous êtes devant les étals des supermarchés, en vérité, il n'y a rien qui ressemble plus à un concombre qu'un autre concombre, à un blanc de poulet qu'un autre blanc de poulet. Et le citoyen qui dit « moi je veux plus de transition nutritionnelle, environnementale », c'est-à-dire je veux des produits de meilleure qualité, souvent le consommateur, qui est parfois le même citoyen, privilégie le moins cher à celui qui est un peu plus cher parce que la qualité est là. Or la qualité, elle doit être rémunérée. On ne peut pas faire financer la qualité que par le monde agricole, ou sinon, vous savez quoi? C'est pas notre modèle agricole. C'est quoi? C'est les modèles agricoles avec des fermes immenses. Et donc, c'est ce qu'on se retrouve dans les pays asiatiques ou dans les États-Unis d'Amérique. On va le voir. Il y a quand même une concentration depuis les années 60 par rapport au nombre d'agriculteurs. Vous connaissez ces chiffres. On voit qu'évidemment, le nombre d'agriculteurs diminue d'année en année, de décennie en décennie. On voit ce chiffre, 1,6 million en 88. C'était hier.
Et 11 ans plus tard, eh bien, ils sont 400 000, donc soit 1,5% de l'emploi total. On se souvient de Jacques Chirac, hein, qui avait compris que l'électeur ou l'électorat agricole était un électorat important. On voit la bataille qui est menée sur le terrain. Revenons au concret. Vous avez vu, on parlera de la PAC, de ces agriculteurs bio qui sont dépoilés, qui se sont mis tout nus. Ça fait un peu calendrier, mais on en parlera. Mais la loi Egalim. Pardon, je voudrais juste un point sur ce bio. Parce que le bio, il y a un marché, il y a une filière. Mais ce qui a été dit est faux. Ce qu'ils vous disent est faux. Faux. Il y a certaines personnes qui ont réussi à convaincre des dizaines de personnes de se mettre tout nus avec une pancarte sur la base, sur la base de chiffres faux. Pourquoi il y a des chiffres faux? En gros, ce qu'il faut bien comprendre, et je mets tous ces chiffres sont publics, donc n'importe qui pourra le vérifier. La politique agricole commune que j'ai annoncée va augmenter de plus de 30% les aides dédiées au bio. Qui est en négociation, on va y venir. Hein. Exactement. Sauf que ça, ces grands arbitrages, je les ai déjà rendus. On augmente de plus de 30%. Mais je fais un choix politique. C'est quoi ce choix? C'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 45 000 agriculteurs bio. Sur ces 45 000, vous en avez 9 000 qui bénéficient de ce qu'on appelle des aides au maintien. C'est-à-dire que tous les mois, ils bénéficient d'une aide supplémentaire par rapport à leurs revenus liés au marché. Et aujourd'hui, ces aides au maintien, c'est à peu près 50 millions d'euros à l'échelle du pays. Bon. Et la question qui nous est posée, c'est où est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui le paquet? Est-ce qu'on doit continuer ces aides au maintien qui diminuent depuis 2017? Et d'ailleurs, l'État comme les régions les arrêtent. Pourquoi? Parce que tout cet argent-là, au lieu de le mettre dans le maintien, on le met dans la conversion. Mais exactement. Et donc la question, c'est il y a un délai de conversion, il faut le préciser. Mais le délai de conversion qu'on finance, c'est 5 ans. Et donc aujourd'hui, moi, le choix politique que je fais, c'est que toutes les aides bio qui concernent 250 millions d'euros, je les fais passer à 340 millions d'euros. Vers ceux qui veulent se convertir. 30%. Pourquoi? Pour convertir 20 000 nouveaux agriculteurs. 20 000. Et donc, il y a des personnes qui, eux, sont déjà installées, disent, mais attendez, nous, ce qui nous intéresse... C'est de toucher ce complément de revenu. C'est pas qu'il y en ait plus qui arrivent sur notre marché. C'est créer une rente. C'est de bénéficier d'aides qui qui sont chez nous, sur nous, déjà installés. Moi, en tant que responsable politique, je dois écouter tout le monde, et je crois que dans notre pays où on importe, on est un importateur net de bio, c'est de dire aux agriculteurs qui souhaitent faire cette conversion... Soyons souverains aussi sur cette filière. Exactement, et nous, on vous accompagne. Et donc ce débat-là, moi, je le regrette, et je l'ai dit à cette fédération qui s'appelle la FNAB, je regrette votre posture. Je condamne même lorsque, dans un débat démocratique... Une forme d'égoïsme, en fait, finalement. On dit des chiffres faux. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, on peut ne pas être d'accord sur les outils, mais on ne doit jamais, dans un débat démocratique, faire véhiculer de fausses informations. Alors, allons à la loi Egalim, parce que cette loi, elle est fondamentale. Vous vous en souvenez, il y a eu une sorte de Grenelle de l'alimentation, puisque vous êtes aussi ministre de l'alimentation. À l'époque, ce n'était pas vous qui étiez aux manettes, il faut quand même le préciser. Forum, débat, passionnant, arrive cette loi Egalim, et le message, le punchline, c'est de permettre au monde agricole, à l'agriculteur, de vivre de ses revenus et de vendre son produit au bon prix, au juste prix. 2018, la loi est votée. On est en 2021, 3 ans plus tard. Est-ce que vous considérez que c'est un échec, cette loi Egalim? Parce qu'une nouvelle loi arrive à l'Assemblée, qui est une proposition de loi, elle a été déposée, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi Egalim, elle était une étape très importante et nécessaire. C'est quoi la philosophie? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des négociations qui sont très particulières parce que c'est un ménage à 3. Oui. Et souvent, un ménage à 3, ça se finit mal. La grande distribution. Et donc, vous avez d'un côté la grande distribution qui achète à un industriel qui lui-même achète à un éleveur ou à un agriculteur. Ou parfois, il traite en direct ses volumes. Et aujourd'hui, la loi Egalim, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit ce qu'on appelait la marche en avant. C'est-à-dire qu'elle a imposé un principe qui est très, très bien, c'est de dire l'agriculteur doit d'abord négocier avec l'industriel avant que l'industriel ne négocie avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'on part du coût de production pour faire le prix à la fin. Parce que lui, il a des coûts aussi de production, les intrants, et qui sont souvent en augmentation. Et ça, c'est ce qu'a fait la loi Egalim. C'est-à-dire qu'elle a remis les choses dans le bon ordre. Moins 0,3 là. Moins 0,3, mais la vraie moins 0,3, c'est-à-dire la déflation qu'on a observée. Il gagne moins. Mais il gagne moins. Mais si la loi Egalim n'avait pas été là,
on serait dans des niveaux encore inférieurs. Mais comme vous l'avez dit, cette loi Egalim, donc, elle a permis une avancée, mais elle n'est pas allée au bout des choses. Et donc aujourd'hui, elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et pourquoi elle n'est pas allée au bout des choses ? Parce que la réalité, c'est que si elle a remis les choses droites, la tension qu'il y a au niveau de cette chaîne de négociation agroalimentaire est telle qu'à la fin, ça se fait sur le dos de l'agriculteur. C'est encore lui qui, finalement, au bout de chaîne, exactement, assume le et parce coût. que vous êtes dans une relation à trois, et donc l'agriculteur, concrètement, il va voir l'industriel, il dit « j'ai besoin que tu m'augmentes l'achat ». Oui. L'industriel, il va voir la grande distrib, et en fait, la grande distrib dit à l'industriel « moi, je suis prêt à augmenter le prix d'achat, mais j'ai pas confiance dans le fait que toi, industriel, tu vas le rétrocéder à l'agriculteur ». Et l'industriel se cache derrière cela, en disant à l'agriculteur, en fait, personne ne veut. Bref, industriel et grande distribution n'arrivent à se mettre d'accord, et tout ça se fait sur le dos de l'agriculteur. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Sur la transparence, notamment. Exactement. Avec cette proposition de loi qui arrive à l'Assemblée dans quelques jours, que le gouvernement soutient, on va faire ce qu'on appelle la non-négociabilité du prix agricole. C'est-à-dire qu'on reprend la même marche en avant que j'évoquais tout à l'heure, sauf que... Mais on ne revient pas dessus. Le prix est là. Vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'une fois que le prix de la matière première agricole est négocié, il n'est plus négociable par les autres parties prenantes à la négociation. Et de la même manière, on va faire de la transparence des marges. Et pourquoi, pour moi, c'est la mère des batailles ? Et vraiment, c'est la mère des batailles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre modèle agricole, quoi qu'en disent les fâcheux, les sinistres ou les tristes... Les fâcheux, vous dites. Les fâcheux, oui. Ou les tristes, c'est un modèle agricole qui est fondé sur la qualité. Ce qui nous différencie des autres productions, parfois en Europe, en tout cas à travers le monde, c'est la qualité. Et on voit bien qu'on est dans un système qui est antinomique. On ne peut pas d'un côté dire notre modèle c'est la qualité nutritionnelle, environnementale, et de l'autre côté faire cette guerre des prix. Ça ne marche plus à un moment donné. Et puis l'agriculteur vous dit qu'avec les nouvelles normes qui sont assez contraignantes, dans les 63 recommandations du rapport sénatorial, il y a aussi toutes ces contraintes, ces normes environnementales qui, et vous l'entendez sur le terrain, l'agriculteur vous dit moi je m'en sors plus, je ne peux pas m'en sortir, j'ai trop de paperasse, j'ai trop de règles. Puis au même moment, au sein de l'Union, vous avez des pays que je ne veux pas citer, mais citons-les. La Pologne avait été pointée du doigt sur ces normes environnementales. Et ils disent mais attendez, on ne joue pas d'égal à égal, c'est-à-dire que je fais un produit de qualité mais il est plus cher et j'arrive pas à le vendre. Comme vous êtes sur une chaîne d'entrepreneurs et d'hommes et de femmes de l'économie, la grosse difficulté du monde agricole, c'est qu'on a imposé des créations de valeur environnementale, et c'est très important, mais ces créations de valeur environnementale n'ont pas permis de faire de la création de valeur dans le compte de résultat des agriculteurs. Exactement. Et donc, à partir de là, cher au monde de l'économie, vous n'avez pas l'alignement des intérêts, comme on dit. Et donc moi, qui ai fait beaucoup d'économie, quand je suis arrivé... Oui, parce que vous étiez aussi en éco, vous n'étiez pas qu'ingénieur agronome. Et j'ai dit, mais en fait, il faut avoir une approche compte de résultat de l'agriculture. Dans une entreprise, il y a la RSE, les marchés aident les entreprises vertueuses. Ça ne marche pas dans le monde agricole. Pas suffisamment. Il y a des segments de marché où on a réussi à créer un peu de valeur. Mais aujourd'hui, il y a ce que l'un de mes prédécesseurs avait lancé, qu'on appelle la haute valeur environnementale. Aujourd'hui, le consommateur ne sait pas ce que c'est que la haute valeur environnementale en termes de politique marketing au sens économique du terme. Il va au prix. Excusez-moi, on évoque le consommateur et le citoyen. Il se dit, ce produit est pas cher. Il vient d'Espagne. Je le prends. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui sur les étals. Et donc moi, tout mon boulot, c'est dire comment on associe création de valeur environnementale et création de valeur pour le compte de résultat de l'agriculteur. Et pour ça, il faut faire deux choses. Aller au bout de la loi Egalim, ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire se dire que cette création de valeur, elle ne doit pas être dévoyée dans le cadre de la négociation. En tout cas, sanctuarisé pendant cette période. Sanctuarisé. Et de l'autre côté, c'est un autre débat que là je porte au niveau européen, c'est que si on veut que cette création de valeur, elle soit véritablement avec un retour sur le compte de résultat, il faut absolument qu'on arrête une forme d'hypocrisie qui consiste à dire on importe de plus en plus de produits qui ne respectent en rien nos normes de production. Mais encore une fois, un concombre ressemble beaucoup à un autre concombre. Et quand vous êtes sur les étals et que vous voyez deux concombres... Il y a un dumping. Il y a un dumping sur les prix. Et ça, c'est l'un de mes gros combats au niveau européen. Dans le cadre de la nouvelle PAC, on a des belles avancées dessus. C'est-à-dire qu'on a des règles environnementales qui, pour la première fois, vont s'appliquer à tous, sans exception. Et il faut le porter au niveau de l'OMC aussi.
Il y a les négos qui ne se passent pas si bien, parce que c'était en mai, il y a eu 3 jours de round de négociations. Vous allez évidemment reprendre les négociations, toujours d'ailleurs sur la bataille environnementale. Au niveau européen. Et européen, hein, la PAC, c'est européen. Avant de nous quitter, Julien de Normandie, avant de vous demander à quoi vous pensez après, parce qu'il y a toujours un après lorsqu'on est ministre, on pense forcément à l'après. C'est cette réaction de la décision du tribunal administratif de Rennes qui donne 4 mois à l'État. Alors vous allez me dire, moi ça ne me concerne pas, c'est Barbara Pompili qui est en charge de cette question sur la transition écologique, mais qui est la question des algues vertes. Les algues vertes, ça touche directement, et c'est un vrai bras de fer sur le terrain avec le monde agricole, les lisiers de porc et les nitrates. Qu'est-ce que le ministre dit là aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la ministre Barbara Pompili a 4 mois, cette injonction du tribunal qui dit qu'il faut régler cette affaire. Comment on fait là? Ça fait des années que ça dure. Oui, alors, d'abord, il y a des décisions, et quand les décisions sont des décisions de justice, je veux dire, il faut les respecter. Il y a pas, et puis, il faut les respecter, et 2, évidemment, les ministres d'exécutif n'ont pas de commentaires à faire dessus. Mais deuxièmement, sur ces sujets-là, le sujet du nitrate, c'est des sujets très importants. Oui. Mais c'est des sujets qui, aujourd'hui, sont déjà très fortement pris en compte. Songez que là, on est en train de revoir en ce moment même ce qu'on appelle la directive nitrate, c'est-à-dire toutes les conditionnalités qu'on met, notamment dans le monde agricole, mais pas que, sur justement l'utilisation de ces nitrates ou les protections face à cela. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on investit beaucoup. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle le temps de latence entre ce que vous investissez depuis plusieurs années maintenant et la circulation des nitrates qui ont pu être déposés il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui continuent dans les bassins versants à circuler et qui, aujourd'hui, créent des conséquences. Et ça, cette cinétique, elle est en plus compliquée parce que quand on a des tensions quand même, le monde agricole se défend en Bretagne. Il dit, mais attendez, nous on a besoin de produire. On investit massivement sur des systèmes de protection, sur des pratiques culturelles intelligentes. Et ça, on investit massivement. Et puis, en plus de ça, on renforce la réglementation là-dessus. Donc, il ne faudrait pas laisser croire que ces transitions ne sont, encore une fois, pas prises en compte ou balayées d'un revers de main. Ce serait totalement faux. C'est une réponse, avant de nous quitter. C'est quoi l'après-ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous vous dites, vous parlez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez une double casquette, c'est l'économie qui vous passionne aussi, et puis évidemment ces questions d'agrologie, d'innovation. C'est quoi? Vous remontez une entreprise, vous quittez la politique, vous continuez la même histoire aux côtés d'Emmanuel Macron? Moi j'ai vraiment ces deux jambes, c'est-à-dire que je suis passionné par la chose publique, c'est un honneur immense de pouvoir partager ses passions, sa vision et de le faire en tant que ministre. Et oui, j'ai une fibre très forte aussi pour l'entrepreneuriat. J'ai 40 ans, j'ai 4 enfants. J'espère pouvoir avoir plusieurs vies, si je puis dire, dans mon parcours professionnel. Mais la réalité, c'est qu'au moment où je vous parle, et singulièrement dans la période qu'on connaît avec la Covid, avec toutes ces difficultés, je peux vous dire que le temps d'un ministre, c'est très important qu'il ait une vision de temps long, surtout que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est le ministère du temps, pas que des crises. On dit souvent que c'est le ministère des crises. J'ai payé pour voir, entre la betterave, la sécheresse, le gel, etc. Mais c'est surtout un ministère du temps long, c'est-à-dire comment aujourd'hui on adapte notre agriculture à 10 ans au changement climatique. On vient de lancer le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique pour se dire mais comment on s'adapte et aujourd'hui prévoir l'agriculture de demain. Comment on investit dans le plan de relance. Je suis très content parce que le président et le Premier ministre m'ont entendu et on investit massivement dans notre agriculture. On fait plus d'1,2 milliard ou dans notre forêt. Et tout ça, avoir cette vision du temps long, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est un temps long pour l'agriculture et peu de temps que je consacre pour savoir quel est mon temps long à moi, si je puis dire. Pas encore le temps de lever la tête du guidon. Et je me permets juste, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le monde agricole ou le monde de l'alimentation est un monde qui recrute profondément. Mais profondément. Il cherche des salariés. Il cherche des salariés. Et puis, contrairement à ce qu'on... Pas que des saisonniers, parce que quand on parle aux saisonniers, ils disent je ramasse pas mes asperges, mes cerises. Des salariés. Alors, je suis biaisé parce que moi, j'ai cette passion. Mais n'oubliez jamais qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple. Et tous les maillons de la chaîne agroalimentaire s'inscrivent dedans. Deuxièmement, n'oubliez jamais que ce sont des métiers incroyablement innovants. Et qu'aujourd'hui, la révolution numérique
elle est déjà très ancrée dans le monde agricole. L'intelligence artificielle, L'intelligence artificielle, c'est ce que j'allais dire, exact. avec la data, la donnée, est un champ incroyable aujourd'hui d'application et de développement. Bref, ce sont des métiers profondément innovants. Je suis d'accord. Et il y a en plus en France une force extraordinaire qui est l'enseignement agricole, technique ou supérieur, moi j'en suis issu, et cet enseignement agricole, c'est une singularité française. C'est un enseignement des métiers du vivant, pas que du métier d'agriculteur, des métiers très du vivant. Performant, en effet. Très performant, et donc tous les parents qui nous écoutent, au moment où les enfants doivent faire aussi leurs orientations, regardez ces lycées du vivant. Et il y a des débouchés. Il y a un taux d'employabilité qui est incroyablement élevé. Sans parler de tous les urbains qui décident, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui décident de renverser la table, de quitter la finance et de quitter Paris pour ouvrir eux aussi une exploitation, de travailler sur des niches agricoles. C'est intéressant. Intéressez-vous au métier du vivant, et d'ailleurs je vous le dis, à partir de mémoire du 28 juin, on va lancer une grande campagne de communication. Formidable. Qui va s'appeler Les entrepreneurs du vivant, à destination du grand public, un peu comme ce qu'avait fait l'armée fut un temps, engagez-vous. Et là, c'est les entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous pour montrer le caractère innovant, la finalité de ces métiers, la beauté de ces métiers, l'intérêt pour ces métiers. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers où on travaille beaucoup, c'est des métiers pleins de valeur, des métiers énormément innovants, c'est des métiers qui font sens. Je peux vous dire qu'on se lève le matin, en dépit des difficultés, en ayant la foi dans ce qu'on fait, et c'est très important. Je ne sais pas si vous réfléchissez à une émission, vous avez vu le boom qu'ont fait les écoles de cuisine et de pâtisserie depuis qu'une émission, on ne les cite pas encore que tout le monde les connaît, ça serait intéressant d'imaginer aussi une émission qui valorise le métier de l'agriculture. Je suis persuadé que vous y réfléchissez. Non, mais c'est votre métier, donc je suis preneur de vos propositions. Et ben voilà, on va se voir après, parce que je pense qu'un des éléments de valorisation d'un métier, c'est aussi la manière dont la télévision en parle et dont elle valorise sa jeunesse. Totalement. À suivre. Eh bien, peut-être que vous viendrez nous voir après cette initiative du 28 juin pour valoriser ces métiers avec une campagne à l'image, j'imagine. Une campagne à l'image, une campagne sur les réseaux sociaux. Entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous. C'est ça le point d'accroche. Et vraiment, je le dis, vous savez, le vivant, c'est ce qu'il y a de plus complexe dans la vie. C'est la beauté de la vie d'ailleurs. Incroyable. Et le vivant, ça ne se dompte jamais. Au mieux, on arrive à s'adapter à lui. C'est vrai. Et c'est vrai sur tous les métiers de la chaîne, et vraiment de la recherche fondamentale, en passant par l'ingénierie, en passant par la technique, en passant par le travail de la terre. Comme on dit, c'est vrai que la terre est basse. C'est-à-dire que c'est souvent des métiers qui sont physiques, durs, mais c'est des métiers profondément innovants et profondément remplis de sens. Et encore une fois, il y a une passion dans ce métier-là. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que la passion, elle vienne se joindre à la rémunération pour faire cette création. C'est l'enjeu. Mais il faut absolument que tout le monde s'intéresse aussi à ces métiers. Vous avez aussi cette passion, vous nous l'avez transmise en tout cas, avec cette campagne le 28 sur les métiers du vivant. Vous allez en entendre parler, on l'a eu un peu en exclusivité d'ailleurs avec les mots de Julien de Normandie. Merci Monsieur le Ministre d'être venu, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et on l'a entendu, vous n'avez pas le temps de lever la tête parce que évidemment le programme est chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a des emplois à pourvoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, il y a une rubrique recrutement sur le ministère, comment on fait là pour gérer les recrutements? Alors justement, au moment où on va lancer cette campagne, on va mettre en place en parallèle des pages dédiées qui recensent l'ensemble, pour pouvoir l'ensemble des liens et des sites qui permet d'aller vers des offres d'emploi, d'aller vers l'enseignement agricole. C'est un vrai sujet, l'accès à ces offres pour les jeunes et les moins jeunes. On travaille beaucoup avec Elisabeth Borne pour faire la jonction avec le plan Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le métier de l'alternance, mais je le redis aussi, beaucoup dans le métier de l'innovation. C'est vrai. Que vous soyez dans la donnée, que vous soyez de la data, c'est clair. De l'ingénierie, que vous soyez de la recherche fondamentale. La France est souvent l'un des pays les plus pionniers dans cette recherche du vivant et de l'innovation. Et c'est une force incroyable. Et donc, moi, j'espère que toute une autre jeunesse va continuer à se mobiliser sur ces sujets-là. Vous en êtes le porteur, en tout cas, à travers le message. Je crois que surtout que la période qu'on vit, vous savez, la période de la Covid, c'est surtout le fait qu'il n'y a qu'une seule santé sur Terre.
la santé animale, végétale, humaine, et que ces métiers du vivant, c'est ce qui fait le pont entre toutes ces santé. Je crois que c'est le plus important. Vous devez avoir de sacrées discussions avec votre épouse, parce que je ne l'ai pas dit, c'est pas non plus un carnet rose, mais votre épouse est aussi ingénieure agronome. Je vous le confirme. J'imagine que vous devez avoir des discussions un peu sérieuses à propos d'agriculture. Oui, on ne parle pas que de ça, hein, je vous rassure. J'imagine. Merci Julien de Normandie d'être venu sur notre plateau, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Notre invité dans ce grand entretien. Voilà, après l'interview de Julien de Normandie, retour à nos rubriques, celles que vous connaissez bien dans son job. On en parle tout de suite, on va parler de la reconversion professionnelle. Alors vous allez me dire, c'est un thème très, très général, on en parle beaucoup depuis presque un an que la chaîne existe. Là, on va s'intéresser à une reconversion qui permette aux salariés de pouvoir vraiment coller à ses aspirations, à ses désirs, à ses envies profondes. On en parle avec Ludovic de Gromard. Bonjour Ludovic. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes CEO et cofondateur de Chance. On dit Chance ou Chance ? Comme vous voulez. Parce que vous avez un pied aux États-Unis aussi, il y a quand même tout un travail qui a été mené par Chance, d'abord aux États-Unis. On est né à San Francisco, oui. D'abord, j'aimerais que vous me racontiez la philosophie, parce que, un petit peu dans la mouvance de Tech for Food, d'abord, il y a une petite anecdote qui est intéressante, c'est que vous avez démarré aux États-Unis et que le premier chèque que vous recevez, c'est Google qui vous finance la R&D. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Pourquoi Google se dit, tiens, ce jeune entrepreneur, ce jeune start-upper, on va le soutenir ? Qu'est-ce qui leur a plu dans votre philosophie ? Écoutez, tout est parti de... Initialement, j'étais recruteur. J'étais recruteur aux Émirats Arabes Unis, puis aux États-Unis. Et je rencontrais des dizaines de personnes chaque jour, et ça continue aujourd'hui avec Chance, qui me disaient « je sens que je ne suis pas tout à fait aligné avec ce que je fais ». Qui me disaient « c'était le bon choix il y a 5 ans, mais c'est plus exactement le bon choix aujourd'hui, je le sens ». Qui nous disent actuellement dans la crise... en fait, toute mon industrie est paralysée, mais je sais qu'il va falloir que je fasse autre chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Qui nous disent, en fait, je me suis laissé dicter par mon environnement ce que j'ai à faire, et in fine, ce n'est pas exactement qui je suis, et je le sens. Et donc, l'idée de Chance est de dire, il faut permettre à chacun que son passé ne dicte pas son futur. Quel que soit votre background, que vous puissiez analyser qui vous êtes, et analyser où vous pourriez vous placer dans ce monde professionnel. Et c'est ça... C'est très anglo-saxon quand même. Il y a un petit côté anglo-saxon. C'est-à-dire que vous êtes en capacité aux États-Unis, plus qu'en France, de pouvoir bouger, de pouvoir vous transformer. C'est un peu ça l'idée. Qu'on n'a pas trop aujourd'hui en France, même si Chance travaille sur ces questions-là. Tout à fait. Néanmoins, il y a quelque chose qui existe en France, qui n'existe pas du tout aux États-Unis, c'est le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation, où il y a une vraie philosophie et une volonté politique de permettre à chacun d'être aux commandes. Un capital dont on dispose, sur lequel il faut être vigilant d'ailleurs, parce qu'il y a 1 800 € là qu'il ne faut pas perdre. C'est le DIF. C'est le DIF, hein, il faut vite le faire basculer, parce que sinon il y a 1 800 € qui va disparaître. C'est pas à vous. D'ici le 30 juin. Voilà, il faut être vigilant. Votre idée, c'est quoi ? C'est de prendre des individus, et j'ai vu aussi que dans votre philosophie, c'était leur offrir une performance de coaching de très très haut niveau, mais à tout le monde. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, le très haut niveau est destiné aux cadres dirigeants, à ceux qui sont déjà dans le très haut niveau et qui en ont peut-être moins besoin que ceux qui sont en bas de l'échelle. Vous réinversez finalement ces codes. C'est intéressant, ça. Merci. Chance, on a la prétention de dire que Chance est le système d'orientation professionnelle pour adultes le plus avancé au monde et de le rendre accessible à tous. Et pour vous décrire l'offre de Chance, c'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes. C'est un parcours de 30 heures qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez en fait une double dynamique. D'une part, d'auto-coaching, donc de coaching à faire seul sur téléphone, et d'autre part, de vidéo-coaching avec un ou une coach professionnelle en vidéo qui a été choisi pour vous sur la base de votre personnalité. Et pour vous donc, il y a eu un travail déjà de faire un portrait robot bien détaillé pour pouvoir offrir au plus près un besoin de formation, c'est bien cela. C'est ça, sauf que c'est entremêlé. C'est-à-dire que vous avez 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching, 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. Et pour vous donner une métaphore là-dessus, ce serait la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'on fait faire par la machine, en fait, tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain. Donc c'est les équivalents des IRM, des scanners, des radios. Et ça vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui donc peut intervenir de manière très précise. Le coach a ce tableau de bord devant lui.
Exactement, c'est justement la finesse de chance, c'est ce sur quoi on a travaillé. Ce que vous ne dites peut-être pas, parce que vous ne voulez pas écorcher les voisins et les concurrents, c'est que la qualité de cette formation, me semble-t-il, c'est qu'elle est sur mesure. Et souvent, ce qu'on entend en retour de formation, c'est que c'est une formation très générique qui ne correspondait pas à ce que j'attendais vraiment. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Tout à fait. C'est en fait toute la question et ce sur quoi aujourd'hui on a investi 10 millions d'euros de R&D depuis 6 ans sur le sujet. Vous parliez de Google, qui était notre premier soutien financier. En fait, Google.org, le bras philanthropique de Google. Et puis, on a ensuite affiné notre méthode, donc depuis 6 ans, en croisant différentes techniques qui viennent des différentes sciences cognitives. Donc, vous avez évidemment des techniques de psychologie. Et en ce sens, on dit que Chance est un des pionniers de la psytech en France. De psychologie, mais aussi de sociologie, mais aussi d'économie comportementale, la data science, qui vient permettre d'assister les choix et le processus décisionnel au fil des 30 heures du parcours. Et c'est tout cela qui constitue la méthode et sur laquelle on travaille tous les jours à améliorer pour permettre à chacun d'avoir le parcours le plus individualisé et lui permettre, in fine, de se comprendre au mieux et donc de déterminer le meilleur choix de carrière pour lui ou pour elle. Petite parenthèse, j'ai vu que vous aviez été mentoré depuis 2014 par quelqu'un que j'avais rencontré qui s'appelle Mohamed Younous et puis Robert Dills, que lui je n'ai pas rencontré. Enfin, c'est pas rien. Vous avez été mentoré ? En fait, il vous donne des conseils. Comment s'est passé cette relation avec Mohamed Younous ? Mohamed Younous, c'est le président de Chance. Et en fait, depuis le premier jour... Très prestigieux. Il s'est dit... Je suis allé le rencontrer au Bangladesh pour lui expliquer notre vision et lui dire aujourd'hui, dans le monde, il y a une mobilité sociale qui est limitée. Et donc une égalité des chances, d'où le nom de Chance, qui est en fait limitée. Un chiffre pour vous, aujourd'hui en France, c'est un chiffre de l'OCDE de 2018. Aujourd'hui en France, si vous faites partie des 25% des Français aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian. Et 6 générations, c'est 2 siècles. Donc, en fait, au-delà de ce qu'on peut voir dans les journaux, qui est anecdotique, statistiquement, il n'y a pas de mobilité sociale. Donc, quelle est la théorie d'impact de Chance ? C'est de dire, et pour vous donner un comparatif, en Espagne, c'est 4, au Danemark, c'est 2. Hein. Donc, on est au-dessous de la moyenne de l'OCDE. Quelle est la théorie d'impact de Chance ? C'est ce que je suis allé proposer à professeur Younous, proposer à Google. C'est de dire, l'engagement au travail, le fait de vibrer dans son travail, est une condition qui est nécessaire pour performer dans son travail. Et la performance au travail est une condition qui est nécessaire pour la mobilité sociale. Et donc, le meilleur levier qu'on ait pour améliorer cette égalité des chances, cette mobilité sociale, et travailler sur l'engagement au travail, à commencer par le choix de carrière. Et donc, de construire le système... Être au bon endroit. Être au bon endroit pour soi. Et trouver quel est le bon endroit pour soi, c'était quelque chose qui, hier, était réservé à une toute petite niche, une toute petite élite qui avait accès à de l'executive coaching, et qu'aujourd'hui on démocratise pour le rendre accessible à tous. Le parcours, non pas du combattant, mais le parcours de Chance que vous proposez à vos clients, en bout de chaîne, c'est quoi ? C'est 30 heures, c'est terminé, j'ai fait ma dernière heure, soit d'auto-coaching, soit de coaching. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous savez, le process est assez simple. En moyenne, Chance dure 3 mois. Vous avez un premier mois d'introspection, donc d'identification de vos aspirations profondes, de structuration de vos aspirations profondes. Bilan de compétences, un peu ce type-là, c'est un mot un peu galvaudé. On est aussi certifié comme bilan de compétences, ça va au-delà d'un bilan de compétences traditionnel. Donc vous avez ce travail sur aspiration, compétences et ce qu'on appelle vos impératifs de vie, qui sont vos impératifs financiers. Je dois rembourser un emprunt, géographique, j'ai une garde partagée, il faut que je reste dans ce bassin. Horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche tel jour. Donc on utilise ensuite toute cette donnée de l'introspection pour vous remettre algorithmiquement une liste de 12 pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. C'est le démarrage du 2e mois, qui est le mois d'exploration. Et dans ce mois d'exploration, on va réduire de 12 pistes jusqu'à 1, toujours avec la méthode auto-coaching, vidéo-coaching. Puis on passe au 3e mois, qui est le mois de validation, et qui est une certification de l'adéquation d'une personne avec un travail. Et on définit chez Chance un travail par 4 piliers, que sont un métier de designer, métier de journaliste. 2, une finalité. Qu'est-ce que je sers dans mon travail de journaliste, dans mon métier de journaliste, dans mon métier de designer. 3e, l'environnement de travail. Est-ce que je suis dans une grande structure, une petite structure, agile, plus ou moins autonome, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins guidée. Et 4e, les impératifs personnels dont je vous parlais, financiers, géographiques, horaires. De la vie personnelle. Et la personne sort avec cette certification sur ces 4 piliers. C'est à partir de là
qu'elle a un plan de carrière robuste. Mais ça ne s'arrête pas là. Bah oui, parce qu'après, elle se trouve démunie, elle sort et elle se dit, bon, bah alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai mon document, je sais que je vais quitter l'hôtellerie et que je vais partir dans le design, et après ? Et après, on accompagne les talents jusqu'à l'entrée dans la fonction professionnelle. Donc là, et c'est notre engagement avec Chance, aller jusqu'au bout. Vous avez 3 en fait, types de parcours après cette première phase intensive pour les gens. Et c'est ce qu'on appelle une reconversion complète, donc de l'ordre de 40% des talents qui font Chance vont changer à minima le pilier métier, ce qu'on appelle une reconversion complète ou totale. Ils changent de secteur. Ils changent de métier. De les métier. 4 piliers, ils changent le métier et potentiellement, ça peut être le même secteur, mais ou la même finalité, etc. 40% font une reconversion partielle, c'est-à-dire qu'ils gardent le métier, donc ils restent journalistes, mais ils vont le faire pour autre chose, ailleurs et dans des conditions différentes. Et ensuite, vous avez 20% des gens qui, ce qu'on appelle le rechoix, qui rechoisissent de manière consciente leur fonction professionnelle actuelle. Ça collait. Parce qu'ils ont regardé si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et c'était bien là où ils étaient. Et éventuellement, il y avait un petit sujet RH avec une personne, un collaborateur, ou un projet à aller ajouter à côté. Vous voyez, par exemple, le sujet de la responsabilité sur la transition environnementale. C'est quelque chose qui parle énormément et beaucoup de gens se questionnent sur ce sujet en ce moment. Dois-je le faire à travers mon activité professionnelle ou à côté ? Et ça nécessite une réflexion méthodique. Ludovic de Gromard, c'est un plaisir parce que vous transmettez. Je comprends pourquoi Google et Mohamed Younous, le professeur Younous, ont adhéré à votre projet. Parce que vous avez de la passion dans la façon dont vous le vivez, le racontez. Je précise quand même que votre société Chance ou Chance, ça dépend de quel côté vous vous situez de l'Atlantique, c'est plus de 40 collaborateurs. En pleine expansion. Avec 150 coachs, donc on va bientôt être 200. Donc 200, du dur, et puis tous les coachs certifiés évidemment, qui peuvent vous accompagner, on l'a compris, au plus près de vos besoins. C'est passionnant. Merci d'être venu sur notre plateau, Ludovic de Gromard. Bon vent pour votre aventure, plus qu'une aventure, pour votre entreprise. Merci. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On a un tout petit peu déstructuré, évidemment, la grille de notre programme à cause de cet entretien exceptionnel avec Julien de Normandie. On termine aujourd'hui avec fenêtres sur l'emploi sur TikTok. Peut-être que d'ailleurs, Chance s'intéresse à TikTok. Absolument. Je suis persuadé que, connecté comme vous l'êtes, vous réfléchissez aussi aux enjeux de TikTok. Et si TikTok devenait aussi un espace de recrutement, Amélie Favre-Guittet va tout nous expliquer. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec l'incontournable Amélie Favre-Guittet. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous voir, Amélie. Vous avez vu, on a un petit peu bousculé évidemment l'organisation de ce programme pour l'entretien avec Julien de Normandie. On a parlé des suicides. J'ai vu que vous aviez été réceptive à cette question des suicides. On ne parle pas de suicide, c'est un sujet triste. On parle de TikTok qui est plutôt un sujet frais. Amélie Favre-Guittet, c'est Talent Management, entre autres. Vous avez eu envie de nous parler de TikTok, outil de recrutement. Tout à fait. On y danse sur TikTok. On y danse, on y prank ses amis. On y prank. Ouais, on les piège. On les piège. Non, parce que j'apprends plein de trucs avec vous à chaque fois. Voilà, on peut faire plein de choses sur TikTok, mais on peut aussi recruter sur TikTok. C'est ça qui est formidable. D'accord. Donc, concrètement, c'est quoi comment on fait ? Comment ça marche ? Alors, aujourd'hui, déjà, il faut savoir il y a 800 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 11 millions en France. Donc, ça fait une belle base de données pour les recruteurs. De jeunes, c'est pas les retraités qui sont sur TikTok. Ah, il y en a certains. À part Jean-Luc Mélenchon, je crois. À part Jean-Luc Mélenchon. Vous avez quand même 70% effectivement qui ont moins de 25 ans. Et après, on est plutôt sur une tranche de 20% qui ont entre 25 et 35 ans. Mais c'est une belle cible pour les recruteurs, justement. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes regardent, ils regardent les petits jeux avec je danse, j'ai mon copain qui danse. Et puis quoi ? Ils s'intercalent des publicités, des annonces ? Comment ça marche ? Il peut s'intercaler des publicités. Le DRH danse ? Le DRH peut danser, ça peut être une publicité. Du coup, l'entreprise a payé pour avoir cette publicité de recrutement. Mais vous avez notamment beaucoup d'agences d'intérim comme Synergie et autres qui sont très connues maintenant. Roman, on les reçoit demain, ils ont fait une campagne. Ils ont fait également une campagne. Et vous avez donc, que ce soit la petite TPE du coin, que ce soit une agence d'intérim ou un grand groupe, vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent leurs salariés en avant, leurs RH ou autres en avant, et qui font des petites vidéos en disant voilà tous les métiers qu'on recrute en dansant. C'est de la marque employeur aussi. C'est une manière aussi de montrer que c'est une entreprise jeune, dynamique. Ça
ça permet de capter les jeunes qu'on n'arrive pas à capter par ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le bon CV, parce qu'ils ne connaissent pas les codes sur LinkedIn, ou qu'ils n'arrivent pas à déposer leur CV sur les bases de données classiques. Et puis forcément, ça fait du bien à la marque employeur. Comment on se met en veille sur TikTok? Parce que c'est vrai que TikTok, c'est quand même un espace, je reconnais que je n'y vais pas, mais je suis allé voir, qui est plutôt un espace de loisirs et de détente. Comment on se met en veille sur TikTok? On dit, tiens, je vais aller voir un peu ce qui se dit sur TikTok. Ouais. On regarde ce qu'il y a sur TikTok. Vous y allez? Ouais. Vous n'êtes pas que sur LinkedIn? J'ai un compte TikTok. Je ne l'ai pas encore déclenché, mais c'est en projet pour septembre. D'accord, vous avez un compte sur TikTok. Ouais, pour justement booster la recherche d'emploi, le recrutement sur TikTok. Comment on se met en veille? On regarde, on suit, on met des alertes. Comment ça marche? On suit les entreprises qui nous inspirent. Donc ça, c'est à condition de connaître le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est bien quand c'est un grand groupe, mais quand c'est la petite boîte du coin, on ne la connaît pas nécessairement. Donc là, on va mettre des hashtags, comme sur n'importe quel autre réseau, qu'on soit sur Twitter ou LinkedIn. On met des hashtags pour retrouver justement les vidéos que les entreprises pourraient partager. Et puis, on va aussi mettre des mots-clés sur son profil pour justement indiquer que potentiellement, on est à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. Honnêtement, ça marche ou pas? Pour ceux les parents qui nous regardent, qui disent, tiens, mon fils est sur TikTok, il y a vraiment un échange où c'est un premier contact, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que réellement, on peut avoir un job ou un stage? On peut trouver un job ou un stage sur TikTok. Alors après, c'est encore un peu marginal aujourd'hui, mais on sait que le recrutement avec la vidéo va se développer de plus en plus. TikTok l'a bien compris. LinkedIn commence à prendre un peu la chose au sérieux, donc c'est en train de bouger. C'est-à-dire, vous dites, ils prennent la chose au sérieux, c'est-à-dire que LinkedIn essaie de se transformer aussi pour... on dit que les pubs, ça ne marche pas, les pubs recrutement sur LinkedIn. Ah bah non, en plus, elles coûtent très cher. D'accord. Les yeux de la tête, donc personne n'aime ça. Non, ce qui va être intéressant sur LinkedIn, c'est justement de pousser de plus en plus les vidéos, les stories. Ils ont lancé les stories. Ils ont lancé le fait de pouvoir faire une petite story qui soit permanente sur son profil. Donc on peut dire si on est à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi sur LinkedIn. Donc effectivement, LinkedIn se sent en danger. TikTok, on va y rester en moyenne plus de 50 minutes, là où sur LinkedIn, on reste 20 minutes. Ouais. Effectivement, il faut faire bouger les choses et c'est l'objectif de chaque réseau social, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible. Mais pour être bien concret, je suis un jeune, je cherche un stage ou un job de début de carrière, j'ai fini mes études. Je m'exhibe, je fais une danse incroyable en mettant un panneau, je cherche un job. Il y en a qui le font. Est-ce qu'il y a des DRH qui sont connectés à TikTok en disant tiens, lui, il m'intéresse? Non, enfin, franchement. Pas tous, forcément, ils ne sont pas encore très nombreux. Faut pas... Mais certaines entreprises commencent à comprendre que pour recruter un jeune diplômé... Ça vient plutôt du côté de l'entreprise. Un job étudiant, il faut être là où est notre cible, en fait. C'est où est le candidat que l'on recrute. C'est plus côté de l'offre, Amélie. Tout à fait. Pour l'instant, la demande, il n'y a pas encore des jeunes qui tiennent leur panneau en disant... Là, qui le font, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils le font beaucoup trop sur LinkedIn, par contre. Mais vous, en revanche, qui êtes une spécialiste du recrutement, talent management, vous êtes en veille sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire vous regardez, et donc vous avez déjà contacté des gens sur TikTok en disant... Je n'ai pas encore contacté de candidats sur TikTok. Voilà. On a été tenté, mais on ne l'a pas fait, parce qu'on a nos autres canaux qui sont assez efficaces. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui nous tente bien. Bon, TikTok, ça commence, les recruteurs vous surveillent, vous observent, et donc peut-être un jour, eh bien, entre un pas de danse et une danse de deux chats qui gigotent, vous serez peut-être recruté pour votre job. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, comme quasi chaque mardi d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine, j'en suis sûr. Merci d'avoir assisté à notre émission un peu spéciale, évidemment, vous l'aurez compris, pour cette longue interview, ce long entretien avec Julien de Normandie et avec nos invités, évidemment, Amélie Favre-Guittet qui clôt notre émission. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Pauline Gratel, merci à toute l'équipe, Romain-Luc pour le son, Romain-Luc pour la réalisation, Justine pour le son et Margot pour l'accueil invité. Merci à vous, merci vous qui nous regardez, qui réagissez, qui likez, je ne sais pas comment on dit sur les réseaux sociaux. On like, on commente, on partage. On partage, il y a du partage, il y a du commentaire, c'est la joie. Merci, je serai là demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.